Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Mohamed Nassiri, avec qui nous allons parler du sujet les femmes et les sciences. Et je t'avais rencontré sur LinkedIn parce que j'avais bien aimé le travail que tu faisais. Donc voilà, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Oui, bonjour aussi à toutes et à tous. Donc je m'appelle Mohamed Nassiri. J'ai 36 ans. Je suis le fils de Catherine Nassiri et de Mohamed Nassiri. Et à côté de ça, j'enseigne. Du coup, je suis professeur de mathématiques dans les Hauts-de-France dans un petit lycée et qui est le lycée d'excellence Edgar Morin. Et je donne également des cours dans le supérieur à l'université de Lille, à Sciences Po, à Lille, tout ça. Et à côté de ça, je suis on va dire engagé, c'est le terme qu'on me colle souvent. Je suis engagé sur tout ce qui touche aux inégalités, on va dire de manière générale dans l'éducation nationale. Et l'une des casquettes sur lesquelles je suis un peu plus connu, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est les inégalités de genre en sciences. Voilà. Ok, hyper intéressant. Et du coup, par curiosité, c'est quoi du coup qui t'a amené à t'intéresser à tout ça pour le fait que tu sois engagée? Parce que je sais pas si tu as un peu peut-être des insights sur, par exemple, le nombre d'hommes, par exemple, engagés sur ce sujet. Parce que c'est vrai qu'en général, c'est des sujets que je parle beaucoup avec les femmes, mais moins avec les hommes. Donc aussi, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, comment ça a commencé si je parle des inégalités de genre en sciences, en fait, c'est la réforme du lycée, tout simplement. En fait, la réforme du lycée. Enfin, moi, j'enseigne au lycée, donc ça a été une espèce de claque quand même qu'on s'est pris parce qu'en fait, euh, on a vu les filles fuir les mathématiques en fait. Elles ont fui tous les parcours de mathématiques, hein, que ce soit faire 6 heures, faire 3 heures ou faire 9 heures par semaine de maths, notamment en terminale, hein, si je suis assez précis. En fait, quand on regarde les statistiques, ça a chuté. La réforme du lycée a mis ça. Enfin, ça a été un révélateur, je pense. Il y a des problèmes, on en parlera, mais il y a des problèmes qui sont plus profonds que ça. Et en fait, du coup, la réforme du lycée, elle a aggravé ces inégalités. En fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment, il y a vraiment une aggravation de cette problématique. Et donc, c'est ce qui m'a en fait moi très vite surpris. Et en fait, quand j'ai commencé à discuter avec des élèves et de pourquoi, notamment des élèves filles, hein, de pourquoi elles fuyaient les mathématiques, très souvent les réponses étaient enfin moi ça me surprenait parce qu'en fait c'était des élèves qui étaient brillantes parfois et ou alors moyennes, mais enfin, pour moi quand on a allez, je vais dire une bêtise, entre 11 et 13 de moyenne en maths, pour moi on peut continuer à faire des maths en fait, c'est pas un problème. Et en gros, les arguments, c'était souvent qu'elles se reconnaissaient pas, ou des fois elles se sentaient pas légitimes, ou elles se sentaient pas assez fortes pour continuer, ou que les métiers, des fois où je leur parlais de choses qu'elles pourraient faire si elles prenaient telle ou telle spécialité, c'était ouais, mais ça c'est des métiers d'hommes en fait, où il y a plus d'hommes que. Donc en fait, c'est des choses très stéréotypées. Enfin moi qui m'ont surpris. Moi j'avais jamais je pense en tant que mec en fait, j'avais jamais vu le problème comme ça en tout cas. Moi j'ai jamais vécu de stéréotype de genre, enfin en tout cas je l'ai jamais vraiment jamais été victime de ça, je dirais, en tout cas pas une victime directe. Donc voilà, c'est un truc qui m'a un peu questionné. Et donc très vite quand j'ai commencé à réfléchir à trouver des solutions, en fait on est très très vite sur le terrain de l'engagement en fait, parce qu'on se rend compte que il n'y a pas grand chose qui est fait déjà pour commencer, que institutionnellement, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Après, effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que moi, je trouve pas qu'il y ait beaucoup d'hommes enfin, engagés en tout cas. Enfin, en tout cas, moi, j'en croise pas beaucoup. On est quand même quelques-uns. Hein. On se connaît, on se connaît très vite en fait. Et effectivement, c'est problématique parce que c'est relié enfin, je dirais de manière plus profonde, ce truc est relié au sexisme en fait, pour faire simple. Euh, et, euh, et moi, parfois, c'est un truc qui m'attriste un petit peu quand j'interviens sur des colloques ou des conférences ou des tables rondes sur cette question-là. Quand je vois que dans l'Assemblée, il y a 90% de femmes, 95% de femmes pour ce que j'appelle un problème d'homme, quoi. Donc, c'est un peu problématique. Ouais. Ouais, je comprends.
Et je rejoins ce que tu dis et ça me fait penser, parce que j'avais regardé ton TEDx, tu avais présenté qu'il y avait une étude avec un test, En fait, c'est une expérimentation qui a été faite par Pascal Huguet et Isabelle Régnier, qui sont deux chercheurs, chercheuses j'espère ne pas dire une bêtise, mais je crois que c'est psychologie cognitive, avec partie neurosciences, je pense que je me trompe pas en disant ça, à Marseille. Et en fait, ils ont donc le test s'appelle la figure de Ray Austerlitz, et en fait, ça permet de mesurer. Alors, je vais essayer de vraiment vulgariser, mais mesurer l'intelligence spatiale, pour faire simple. Et en fait, ce test, alors faut savoir un truc, c'est qu'à la base, j'ai discuté du coup avec les deux quand c'était une formation qu'ils avaient faite et même une intervention sur lesquelles on s'était retrouvés. En fait, ils disaient qu'au tout départ, ils ne travaillaient pas sur les inégalités de genre en fait. Ils travaillaient sur est-ce que si on présente un exercice de mathématiques différemment à des élèves en difficulté et pas en difficulté, est-ce que en fait il y aura un changement? C'était ça le truc. Donc le but en fait, c'est de donner une figure géométrique et en fait de dire à un groupe là on va vous faire un exercice d'art plastique et à vous on va vous faire un exercice de géométrie. En gros c'était ça. Et donc ils avaient alors je retiens jamais mais c'est à peu près ça l'idée, c'est ils avaient un certain temps pour retenir le dessin. Après on leur cachait et il fallait qu'ils refassent le dessin. En fait, il fallait qu'ils refassent le dessin, il fallait qu'ils refassent les mêmes traits. Et ben en fait, au groupe à qui on a dit que c'était de l'art plastique, les filles ont mieux réussi que les garçons. Et au groupe à qui on a dit que c'était des mathématiques, les garçons ont mieux réussi que les filles. Alors que c'est le même dessin. C'est juste que c'est la manière de présenter qui a changé. Et en fait, à la base, c'était pas ça enfin, ils travaillaient pas sur ça. En fait, vraiment, ils travaillaient sur est-ce que si on présente ça différemment à des élèves en difficulté, comme quoi que c'est un truc d'art plastique, est-ce qu'ils vont mieux réussir ou pas? En fait, ils se sont rendus compte que l'écart, quand ils ont regardé leurs données, que c'était beaucoup plus frappant l'écart sur sur le genre en fait entre filles et garçons. Et donc, c'est l'explication qu'ils ont de ça, c'est Claude Steele qui avait trouvé ça aux États-Unis en faisant des tests de mathématiques à Harvard. C'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype, en fait. Et donc, en fait, Claude Steele, il travaillait sur les Afro-Américains à Harvard. Alors, il faut savoir qu'à Harvard, la situation sociale et économique des étudiants et étudiantes à Harvard, c'est la même quasiment parce qu'en fait, c'est que des riches qui vont là-bas, c'est super cher, donc voilà. Et donc, Claude Steele, lui, comme on a le droit de faire des statistiques ethniques aux États-Unis, lui, il avait regardé pourquoi les Noirs américains, ils ont des moins bonnes notes que les personnes blanches. En fait, c'était ça son truc. Et en fait, c'est le même truc qui se joue un petit peu. C'est cette menace du stéréotype. En fait, quand on est je vais résumer aussi parce que c'est trop compliqué à expliquer en peu de temps, mais en fait, pour résumer un petit peu, la menace du stéréotype, c'est quand vous vous sentez minoritaire dans un groupe ou pas légitime, en fait, vous allez moins bien performer. En fait, et ça joue vraiment sur les performances, hein, c'est ça qui est important à dire. Vous allez moins bien performer parce qu'il y aura du temps ça se mesure à la milliseconde en fait, hein, mais il y aura du temps de retard au démarrage dans le cerveau. Et pour pouvoir exécuter des tâches. Et donc, en fait, ça va bloquer la réflexion, la compréhension de certaines choses. Et en fait, on pourrait, pareil, je peux vulgariser un petit peu, mais en fait, moi, souvent, ce que je dis, parce que parfois, quand je parle de ça, je me rends compte qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre le truc. Et alors, moi, j'ai pas peur de dire personne blanche et tout, donc j'espère que ça choquera pas. Mais parfois, souvent, j'explique aux personnes blanches, je leur dis, mais en fait, c'est facile de rendre des hommes blancs nuls en mathématiques, parce que moi, j'en vois souvent des hommes blancs en mathématiques, c'est pour ça que je dis ça. Et je dis, c'est facile de rendre des hommes blancs nuls en mathématiques. Il suffit de faire un test où on vous dit au début, tiens, c'est juste, on fait pareil que Code Seal, en fait, hein, à Harvard. On dit, ben voilà, on veut juste tester vos compétences en mathématiques. Donc, ils vont avoir des super notes. Hein. Et puis, on refait le même test un mois plus tard et on leur dit, en fait, on veut tester vos compétences en mathématiques, mais on aimerait les comparer par rapport à des étudiants asiatiques. Et en fait, là, il y a une menace du stéréotype qui va s'activer parce que ils vont se dire, ouais, mais en fait, les Asiatiques sont plus forts que nous. Donc, en gros, ils vont pas se sentir légitimes et ils vont moins bien performer. Moi, je suis prêt à ce qu'on refasse le test en faisant ça parce que je suis quasiment sûr que sur les performances, ça va jouer. Donc, c'est ça, en fait, la menace du stéréotype et ce qu'il y a derrière cette histoire de figure du test de Ray Austerlitz. Et il y a aussi des données, alors qui sont pas souvent partagées. Je trouve ça dommage parce que moi, c'est ce qui légitime parfois des actions que je fais. C'est qu'en fait, ils avaient fait aussi des tests sur des groupes non mixtes. C'est-à-dire, en fait, ils avaient fait aussi des tests en disant, voilà, là, vous êtes qu'entre garçons, là, vous êtes qu'entre filles. Et ce qui est marrant dans ces trucs-là, c'est qu'il y a plus d'écart entre les filles et les garçons. Donc, c'est assez surprenant, en fait, aussi que la non-mixité, en fait,
Encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il faut faire des écoles filles-garçons, c'est pas ça le truc, euh, c'est marrant que la non-mixité a ce pouvoir, en fait, de faire surperformer à un moment précis, en fait. Donc, je pense qu'il faut regarder ça de très près, voir comment ça peut être adapté, même si c'est un peu difficile. Mais il y a quelque chose, enfin, moi, à partir du moment où ça joue sur les performances, c'est quelque chose qu'on peut aussi envoyer comme information, je sais pas, au monde économique. Hein. Vous voulez des performances économiques, bah, regardez ce que vous dit la science et regardez ce que ça peut proposer, quoi. Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant, tout ce que tu nous as présenté, bah, merci, pour ça et du coup, ça me fait penser que, bah, justement, en effet, les filles se sentent moins légitimes que les garçons et du coup, enfin, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se sentir plus légitime? Bien sûr, dans les choses qui me viennent, c'est mettre en avant des rôles modèles, faire, des ateliers, parce que bon, tu pourras en parler juste après, comme tu fais pour inciter, bah, les filles à découvrir, les mathématiques, en non-mixité de ce que j'avais compris et bah, aussi même des jeux de cartes pour sensibiliser aux inégalités. Parce que aussi, ça me fait penser, ce que j'avais discuté avec une autre prof, Caroline Peffer, dans mon podcast, c'était que bah, le sexisme était aussi présent bien dans les bulletins scolaires. Parce que, bah, par exemple, je sais pas, une fille et un garçon, ils avaient 13, je sais pas, en mathématiques. Pour la fille, c'est peut mieux faire et pour le garçon c'est n'a pas développé tout son potentiel, donc des fois même avec le vocabulaire, ce qu'on peut employer, ce qu'on peut donner, ça peut créer des écarts et même, je crois qu'il y avait, bon, j'ai plus le nom, mais j'avais vu une étude sur le fait que les petites filles, dès l'âge de 6 ans, en fait, elles se rendent compte des inégalités et elles se sentent inférieures aux garçons qui, bah, on leur permet plus de choses, ils peuvent plus prendre la place. Enfin, il y a plein de petites choses qui font que dès notre construction sociale, ben, on apprend en regardant, quoi. Ouais. Ouais, alors il y a plein de trucs à faire en fait. Hein. Alors le souci de ce genre de problématique, c'est que c'est sociétal en fait déjà. Donc c'est sociétal et c'est galvaudé comme terme, mais c'est multifactoriel quoi. En fait, il y a plein de. Enfin moi c'est un truc que je dis souvent, c'est qu'en fait sur les filles et sur les femmes en fait ça tape dans tous les côtés quoi. C'est enfin il y a l'éducation, il y a l'école, il y a les réseaux sociaux, il y a le travail. Enfin ça s'arrête jamais en fait. Donc c'est même si enfin, même je dis une bêtise, c'est souvent c'est parfois ce que je dis pour que mes collègues en fait ne se sentent pas non plus devoir porter un espèce de fardeau parce que justement là il y a une prise de conscience sur les inégalités de genre et ils disent ouais mais c'est pas à nous de régler le problème, mais en fait effectivement c'est pas à nous de régler le problème, mais on doit au moins arrêter de faire des conneries quand on sait qu'on en fait. Pour moi c'est ça le truc, c'est qu'à partir du moment où on sait que ce qu'on fait là bah ça va pas, bon bah du coup est-ce qu'on pourrait pas déjà changer certains gestes professionnels, mais après il y a des choses qui sont systémiques à changer et là pour le coup on n'a pas le pouvoir. Enfin moi c'est ce que je dis notamment sur la réforme du lycée. Pour moi, sur la réforme du lycée, il y a des choses qui ont été cool en fait. Vraiment, il y a des choses qui ont vraiment été, que je trouve bien. Par exemple, l'arrivée d'une discipline comme la NSI, donc les numériques sciences informatiques qu'il n'y avait pas avant, je trouve ça super. Mais ça arrive déjà trop tard en fait. Ça arrive. On commence à parler de la NSI qu'en première, donc ça arrive trop tard. Si on veut, là, on est en train de parler d'IA, de choses comme ça actuellement, mais là, bah désolé, mais on est à la ramasse en fait. Enfin, enfin, si on voulait vraiment faire ça, il fallait suivre l'exemple de l'Inde ou de d'autres pays qui justement là maintenant sont parmi les pionniers et pionnières justement dans l'IA ou dans l'informatique parce que justement ils ont une culture de ça. Enfin, c'est enseigné très tôt. Et là, nous, on a raté le coche. Donc en fait, je pense que honnêtement, on aura du mal à récupérer ça. Et donc, en fait, encore une fois, c'est des choses qui sont systémiques. Et quand on sait que ça ne va pas, enfin moi, c'est un petit peu le reproche que j'ai actuellement par rapport à la réforme du lycée, c'est qu'on sait que là, ça merde en fait. C'est statistique. En plus, enfin, c'est même pas moi qui le dis. C'est le service statistique du ministère de l'Éducation nationale, qui est la DEP, qui fait des chiffres en disant, bah, en fait, on a de moins en moins de filles. Donc, oui, ok, bah, maintenant que vous le dites, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, ça n'a pas l'air de trop bouger votre histoire. Donc c'est un vrai souci effectivement systémique. Après ouais, effectivement il y a des, enfin c'est là il y a un tout dernier rapport de ce fameux truc de la DEP hein, qui s'appelle Vers le chemin de l'égalité, je crois, c'est ça qui Vers le chemin de l'égalité de 2025. Donc c'est un rapport sur les chiffres de 2024. Qui justement indique que le climat scolaire, notamment dans les établissements scolaires, en fait, les filles se sentent moins bien, enfin moins en sécurité que les garçons et que en fait ça s'aggrave en fait. Donc il y a ça aussi qui est problématique. On a moins de filles en sciences également et ça c'est vraiment, enfin, c'est parmi notamment en terminale.
ce qu'on appelle les doublettes de spécialité. En fait, les mathématiques avec la physique-chimie ou les mathématiques avec l'informatique, ça fait partie des doublettes de spécialités dans lesquelles les filles sont moins nombreuses, en fait. Donc, on est au niveau des barres de 35% et en dessous, quoi. Donc ça, c'est un vrai souci. Et donc, y a beaucoup de choses à faire, en fait. C'est ça le souci, c'est qu'en fait, il faut vraiment mettre le dossier sur la table de l'égalité, parce que ça a été apparemment un moment la grande cause du quinquennat, mais parmi les 500 qu'il y avait à côté, quoi. Mais donc, c'est aussi un des problèmes de pas prendre vraiment à bras le corps un souci comme celui-là, parce que moi, c'est un petit peu aussi quelque chose que je trouve injuste, en fait, c'est que ça touche quand même une personne sur deux, en fait. Il y a une personne sur deux en France qui est une femme, donc vous êtes même un peu plus nombreuses que les hommes, mais c'est quand même fou de se dire qu'en fait, on se dit pas, tiens, on va quand même prendre le problème à bras le corps, parce que là, imaginons que je suis juste un très cynique. En fait, on perd des futures peut-être brillantes chercheuses, ingénieurs, parce qu'elles sont victimes de sexisme, où on les a mis de côté, on les a pas assez encouragées. Et en fait, il y a des choses. Enfin, je vais citer parce que tout à l'heure tu parlais de on dit pas les, enfin tu parlais de notes, je crois, d'appréciation sur les notes. Il y a une étude sur des bulletins qui a été faite en 2022, qui est très récente, hein, du coup, sur 750 000 bulletins. Donc on n'est pas très loin du million de bulletins, c'est énorme. C'est par Pauline Charousset et Marion Monet, qui montre en fait que les enseignants, quand ils mettent des appréciations sur les bulletins, en fait, ils séparent deux choses, ce qu'on appelle les compétences et l'attitude. En fait, les compétences, parce qu'après, ils ont fait ça sur un graphique qui est très bien fait, sur les compétences, sur les 750 000 bulletins, il n'y a aucune occurrence positive, donc des mots qui reviennent souvent, il n'y a pas de mot qui revient souvent pour donner des compétences positives aux filles. Il y en a sur 750 000, hein, c'est-à-dire que c'est pas rien, quoi, honnêtement. Et par contre, chez les garçons, on en trouve quoi, des compétences positives. Et par contre, on s'est trouvé des compétences négatives chez les filles. Donc ça, c'est assez fou, en fait, déjà. Et alors moi, souvent, quand je discute de ça avec les collègues, ils disent, bah non, c'est pas vrai, on a déjà mis élève sérieux et tout. Sauf qu'en fait, c'est pas une compétence, être sérieux, c'est une attitude. Et par contre, sur les attitudes, on sait très bien faire. Ça, c'est un truc, quand justement, on prend le graphe avec les compétences, donc c'est des points dans un repère, et après, on superpose celui avec les attitudes. En fait, il y a deux gros amas de points qui débarquent, où c'est attitude positive des filles, donc avec sérieuse, souriante, des trucs comme. Alors moi, par exemple, souriante, je sais pas ce que ça fout sur un bulletin, honnêtement. Moi, je m'en fous qu'une élève soit souriante, si elle fait la gueule toute l'année, mais qu'elle bosse, moi ça me va, y a pas de souci. Mais ça, on sait faire. Et il y a aussi chez les garçons, on sait aussi comment dire, les apprécier, parce que c'est des appréciations. On sait aussi les apprécier sur leur attitude négative, genre se laisse vivre, des choses pas sérieuses. Voilà. Donc, et c'est deux gros blocs comme ça qui reviennent. Et ça indique quelque chose. Mais après, c'est effectivement, moi par exemple, on m'a jamais formé pour remplir des bulletins. On m'a toujours dit que c'était quelque chose de l'ordre du naturel, ou que de toute façon on connaît nos élèves, donc oui, mais en fait ça a des impacts, tous ces trucs là, en fait. Alors ok, ça paraît être une goutte d'eau, mais en fait justement, ce que je disais tout à l'heure, comme ça tape dans tous les sens, en fait si déjà nous, et c'est vraiment le discours que j'ai auprès de mes collègues, je dis, mais si déjà nous on se lave de tout ça, c'est-à-dire que ok, là on a merdé, on est rendu compte, mais venez, on se forme, et après il faut qu'on nous forme aussi. C'est aussi ça le truc, c'est-à-dire que là actuellement, les moyens dans la formation continue dans l'éducation nationale, c'est coupé, en fait, il y a rien. Enfin, vraiment, c'est vrai. Donc c'est cool de nous faire des procès, parce que moi je suis pas contre ça, moi je suis pas contre de me remettre en question sur effectivement ça va pas, ça va pas, mais par contre, si j'ai pas les moyens pour me former et qu'on me dise ce qui va pas et comment je peux solutionner ça, je peux rien faire non plus, en fait. Mais là, c'est pour ça que je parlais de systémique. Et après, et je vais arrêter sur cette petite anecdote, mais je la trouve intéressante. Il y a des choses qui peuvent, je pense, d'un point de vue geste professionnel, et ça rejoint un petit peu l'histoire de la non-mixité, mais je pense que c'est important de visualiser comment moi je vois la non-mixité. C'était une anecdote que j'avais racontée il y a pas longtemps, et en fait, quand j'avais commencé, justement quand j'ai commencé, donc ça rejoint l'introduction, quand j'avais commencé à me questionner sur la question des inégalités de genre, en fait, moi, du coup, comme un bon petit soldat fonctionnaire, je suis allé voir ce que proposait mon ministère, quoi. Je suis allé dire, ok, il y a peut-être des trucs qui existent. Et donc, tous les trucs parlaient d'égalité filles-garçons. D'ailleurs, moi, je fais très attention à la sémantique. Pour moi, c'est important. Je parle pas d'égalité filles-garçons. Je parle jamais de ça. Je parle d'inégalité de genre.
parce que pour moi, j'insiste sur le fait que la situation, elle est inégalitaire, en fait. Elle l'est encore, justement, elle l'est d'ailleurs beaucoup. Et quand on dit égalité filles-garçons, on se dit, bah, peut-être que, bah, ok, on est en train de parler d'égalité. C'est peut-être un objectif, mais en tout cas, pour moi, ça cache quelque chose. Et donc, je regarde tout ce qui se fait. Et finalement, je me rends compte que bon, bah, en fait, ils disent qu'il faut faire des trucs en parité, des trucs avec moitié fille, moitié garçon. Donc, au début, moi, je me dis, bah, oh, cool, je vais faire ça. Et en fait, donc, par exemple, quand je fais des TP d'informatique en SNT, au tout début, j'avais dit, bah, une classe, bah, ok, on va faire des binômes filles-garçons. Donc, toute l'année, vous serez en binôme filles-garçons. Vous pouvez changer avec si ça vous plaît pas. Et en fait, ce qui se passe, alors il faut savoir qu'il y avait des binômes qui étaient garçon-garçon et fille-fille, parce qu'il y avait parfois pas assez d'élèves, et où parfois il y avait des trinômes. Et donc, mais principalement, c'était des binômes filles-garçons. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que je commence à faire ça mi-septembre, et mi-février, un jour, durant un TP, je finis de faire mon appel, je lève la tête, et comme si, enfin, ce jour-là, ça m'a vraiment fait presque limite un peu peur, parce que je lève la tête, et je me rends compte que tous les garçons sont sur les ordinateurs et toutes les filles sont en train de faire les comptes rendus. Et j'ai l'impression ce jour-là de faire une espèce de révélation. Alors, sur le moment, je me suis dit, ils sont en train de se foutre de moi parce qu'en fait, ils savent que je suis engagé, donc peut-être qu'ils sont en train de me faire une blague en fait. Et je me dis, voilà, en gros, j'avais aussi ce côté de, j'ai pas pu rater ça, c'est pas possible. Enfin, pas sur autant de temps, je suis pas bête à ce point-là. Mais en fait, on est tellement dans le guidon de faire des trucs et tout qu'en fait, il y a des choses parfois qui paraissent bêtes comme ça, mais qu'on voit pas en fait sur le moment. Et je me dis, bon, ok, je passe dans les rangs. Et en fait, quand je discute avec les élèves, je leur demande pourquoi vous êtes comme ça et tout. Mais les arguments, ils sont tout nuls. Hein. C'est ouais, mais elle écrit mieux et tout. Ben voilà, ça va plus loin que ça des fois. Et donc, j'ai le même TP dans une classe juste après. Et en fait, pareil, c'est la même chose. Sauf que en fait, il y avait un couple, il y avait un binôme qui avait switché. Et c'était une fille qui était avec un garçon. Et c'était une fille avec beaucoup de caractère. Oui, en fait, ça peut paraître bizarre, mais ça en dit long parce que quand on parlait de sexisme, il y avait des lycéennes qui avaient échangé avec le Parisien dans un article où j'étais également et qui disaient que si on n'avait pas de caractère, c'était dur en fait de se faire entendre au lycée quand on fait des sciences. Donc ça en dit long. Hein, c'est pas juste anecdotique de dire ça. Et en fait, sur le moment, je me dis je peux pas laisser ça comme ça. Et en fait, il y a les vacances d'hiver qui passent, les vacances de février, et je prends la décision de faire que des binômes fille-fille, garçon-garçon. Et je dis voilà, ce sera que ça et point barre. Au début, c'est les filles qui râlent. Les filles, elles râlent parce qu'elles disent ouais, mais on sait pas faire. Bah, je dis il est là le problème en fait. C'est justement, je lui dis je suis vraiment désolé parce que c'est aussi de ma faute. Mais je fais ouais, vous avez pas manipulé, donc vous savez pas faire. Donc du coup, je passe un peu plus de temps avec les filles parce qu'en fait, du coup, il faut leur expliquer tout ce qu'elles ont pas réussi à voir avant. Donc c'est pas rien cette espèce de comment dire de relégation dans un rôle secrétariat. J'ai rien contre le secrétariat, c'est pas ça, mais ça en dit beaucoup parce que ça veut dire qu'elles ont pas du tout pratiqué sur l'informatique. Et en fait, je fais ça, et en fait, ce qui est trop cool, c'est que je suis très attentif et je me rends compte que du coup, déjà, les binômes garçon-garçon et fille-fille, ils switchent à chaque séance. Ils naturellement, en fait. Et après, donc, il y a toute la période entre février et avril qui passe. Et après les vacances d'avril, je leur dis, là, si vous voulez, je vous propose de revenir à vos binômes précédents si vous préférez avec les garçons, garçons-filles, ou vous pouvez rester comme ça. Et donc, c'est un peu mitigé. Il y en a qui reviennent avec le binôme d'avant, ils préféraient, voilà. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que dans les binômes qui ont été refaits, filles-garçons, en fait, ça a switché naturellement. Et moi, j'ai entendu, du coup, je faisais attention, je prêtais l'oreille, il y avait quand même des filles qui disaient, attends, mais laisse, ça, je sais le faire, si tu veux, je peux le faire. Et en fait, ça paraît bizarre, mais et pourtant, c'est ça ce que j'appelle la non-mixité. Enfin, j'appelle ça, c'est un concept, on va dire, que j'ai inventé. Mais c'est la non-mixité locale et temporaire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas changé la composition de ma classe. Il y a toujours autant de filles, autant de garçons dans ma classe, mais localement et temporairement, en fait, elles font des activités entre elles, ils font des activités entre eux, et après, on peut revenir sur de la mixité. Et en fait, on se rend compte que, du coup, chacun a pu acquérir des compétences et que il y a personne qui a été mis de côté ou mise de côté. Et ça, c'est compliqué à le penser parce que c'est pas dans nos pratiques pédagogiques en fait. C'est pas dans nos gestes. On nous apprend pas à faire ça. Et c'est pas interdit ce que je fais, c'est pas ça. Mais je suis pas sûr que ce soit un truc qui sera un jour officiellement recommandé de faire. Parce que par exemple, moi, j'écris des sujets pour les Olympiades de mathématiques dans l'Académie de Lille. Et dans le règlement des Olympiades de mathématiques, c'est marqué que il faut faire des binômes filles-garçons. Et en fait, moi, je le fais pas. Donc moi, quand j'enregistre mes binômes au département examen et concours,
Bah en fait, je mets binôme fille-fille, ça a jamais été refusé, hein, mais je mets toujours des binômes fille-fille, garçon-garçon, et du coup, ils composent entre filles, entre garçons en binôme. Et en fait, ça marche mieux. Donc moi, je trouve que ça marche mieux. Ils performent mieux, ils échangent. Enfin, oui, parce qu'il y a une activité qui est en. Enfin, il y a une épreuve qui est en binôme en fait. Et donc ils échangent plus. Et moi, c'est un petit peu ce truc-là que je défends en fait. Je dis encore une fois, hein, je dis pas qu'il faut faire des classes filles, des classes garçons, c'est pas du tout ça. Mais je constate et j'ai mis un peu de temps à le comprendre parce que pour moi c'était pas naturel non plus. Mais je constate que ça apporte ses fruits en fait. J'ai l'impression d'avoir fait un tunnel. Désolé. Non, mais c'était super intéressant tout ce que tu nous as dit. J'étais en mode, mais waouh, incroyable ton histoire. Finalement, oui, sans le vouloir, tu avais reproduit des inégalités puisque c'est comme ça que ça s'est construit. Et je trouve ça bien ta façon de faire dans le sens où commencer d'abord avec les filles, elles apprennent entre elles, les garçons, ils apprennent entre eux. Parce que comme ça, il n'y a pas ce rapport un peu de force, on va dire, qui existe avec le patriarcat et qui est sous-jacent un peu partout et puis, comme tu dis, il faut que les filles puissent avoir du caractère et c'est pas forcément toutes les personnalités. Et puis même quand t'as du caractère, t'as du mal à ton. Enfin, c'est difficile de s'imposer de toute façon, en manière générale, quand on est une femme, parce qu'on est moins prise au sérieux qu'un homme. Et ça, c'est aussi pour ça, je pense que les femmes aussi, elles peuvent fuir les domaines un peu de la tech, ce genre de choses, car il y a un vrai sexisme ambiant, une vraie manque de reconnaissance. Et en tout cas, moi, je trouve ça très chouette ton initiative d'avoir pu déconstruire un peu ça et de permettre à chacune de pas être dans le rôle stéréotypé de la secrétaire, comme aussi on peut voir, ça me fait penser aux intelligences artificielles aussi, avec Midjourney, il y avait un test qui avait été fait, on demande de montrer des CEO et des secrétaires, du coup les PDG forcément pour l'IA c'est des hommes blancs et par les femmes c'est des secrétaires. Ouais, mais ce qui est drôle, c'est une des interventions que je fais, notamment quand je parle du problème de ne pas avoir des équipes mixtes, ou en tout cas de pas réfléchir à une IA inclusive ou à des choses comme ça inclusives. C'est d'ailleurs ChatGPT le fait, mais Google Traduction également. Quand on fait traduire un engineer, un engineer et je sais plus c'est quoi, a doctor, ça traduit un ingénieur, un docteur. Par contre, quand on fait traduire a secretary et a nurse, ça traduit une secrétaire et une infirmière. Donc en fait, moi je suis pas, pour moi le débat il est pas de est-ce qu'il faut faire des trucs, est-ce qu'il faut tout mettre au masculin, tout au féminin. Moi ça m'intéresse pas du tout ce truc-là. Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui ont des pratiques artistiques où en fait ils genrent tout au féminin. C'est une pratique comme une autre, mais par contre là ce qui me dérange, c'est qu'on a genré des métiers. Ça, c'est là, on a choisi. Et la plupart du temps, les métiers sont pas toujours très rémunérateurs. Donc c'est un peu et c'est un truc qui est très drôle, c'est que en fait, a secretary, on peut le rendre masculin en rajoutant of state. Si on rajoute a secretary of state, ça devient un secrétaire d'État en fait. Donc parce que oui, ça gagne un peu plus du coup et ça a plus de pouvoir. Donc voilà. Mais d'ailleurs, toi, si jamais tu étais au pouvoir, tu étais président, qu'est-ce que tu mettrais en place comme initiative pour enlever toutes ces inégalités? Ouais, non, mais c'est super difficile en fait là comme question. Déjà, ça me viendrait pas du tout à l'idée de faire ce métier, parce que c'est pas vraiment un métier. Mais en fait, euh, moi, je pense que je suis pas un si grand connaisseur que ça. En fait, honnêtement, j'agis sur le truc parce que pour moi, il faut agir. Parfois, je suis plus, j'agis et je réfléchis après. Mais là, je suis plus dans le truc que j'agis en fait. Donc, j'essaie vraiment d'agir à mon échelle. En tout cas, moi, à peu près chaque année, je dois à peu près aider une cinquantaine d'élèves, on va dire, à sortir de situations très difficiles, tout ça. Donc, c'est beaucoup pour juste ma personne. Ça demande beaucoup d'investissement. Mais en fait, s'il fallait passer ce que je fais à une échelle un peu plus grande, hein, ce que les gens dans les startups appellent scaler, il faut passer à l'échelle. En fait, je sais même pas comment je ferais. En fait, déjà, moi, le premier truc qui me viendra à l'esprit, c'est de convoquer ou d'inviter toutes les personnes qui travaillent dans ces trucs-là, qui connaissent les milieux, donc les associations. Si on parle d'inégalité de genre ou même de VSS, hein, de violence sexiste et sexuelle, moi je convoquerai justement ou j'inviterai toutes les associations, tous les syndicats, toutes les entreprises qui sont un petit peu justement sur ces questions-là, qui travaillent là-dessus, et les partis politiques aussi qui ont à cœur ce projet justement de lutte contre les inégalités. Et après, on réfléchirait un petit peu à quoi faire ensemble. Pour moi, c'est plutôt comme ça. C'est pas quelque chose de descendant en soi, mais
là tout de suite, en fait, à part mettre des moyens financiers et des moyens humains, honnêtement, je vois pas comment on peut trouver une recette miracle. Parce on peut pas compter sur les bonnes volontés. Moi, je sais que je suis de bonne volonté pour le faire. Il y a des trucs, enfin bon, j'organise le stage les fourmis éclairées à Lille. C'est un stage de mathématiques et d'informatique pour des lycéennes de première. C'est un truc en non mixité. Mais je le fais gratuitement. Je suis pas payé pour faire ce stage en fait. Donc je suis là nuit et jour dans le stage, mais je suis absolument pas payé. Donc on peut pas compter sur des gens comme ça. Enfin moi je tiens pas à ce que parce qu'en plus moi je suis célibataire sans enfant, donc pour l'instant j'ai du temps, mais c'est pas garanti que j'en aurai tout le temps. C'est-à-dire que si à un moment j'ai plus de temps pour le faire, ou même à un moment je me rends compte que j'ai plus d'énergie pour le faire, ça doit pas, en fait, on doit pas compter là-dessus. C'est cool qu'il y ait des gens engagés, je pense, mais ça devrait être quelque chose de réfléchi d'un point de vue systémique, voire étatique, en fait. Faut vraiment le penser comme ça. C'est une lutte contre une inégalité et en fait qui est très grande et qui, honnêtement, moi je trouve, joue sur la souveraineté de scientifique de notre pays. C'est-à-dire que pour moi là, on met de côté plein de futures personnes qui peuvent être génialissimes dans certains métiers parce qu'on n'a pas su mettre les moyens, on n'a pas su, entre guillemets, c'est un terme que j'aime pas trop, mais je pense qu'il parle à tout le monde, mais on n'a pas su miser sur l'avenir, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'on se dit, ouais, là, les enfants, ouais, ok, ça nous rapporte pas pour l'instant, ça vote pas, donc est-ce qu'il faut vraiment, là, écouter leurs revendications, tout ça ok, ils râlent parce qu'ils sont au collège, au lycée, mais nous aussi, on est passé par là, c'est dur. Enfin, c'est pas une raison, c'est parce que ça a été dur pour tout le monde que ça doit être dur pour les générations à venir. Enfin, c'est nul de penser comme ça. Et en fait, ouais, moi je pense que moyens humains, moyens financiers, des grosses prises de conscience aussi. Et après, s'il fallait rentrer vraiment dans des trucs vraiment, même si j'aime pas là cette manière de faire, mais un peu punitif, c'est la notion de quota en fait. La notion de quota, moi je pense qu'à un moment, enfin de plus en plus, hein, là on discute entre nous d'autres personnes justement qui travaillons sur ces inégalités de genre. Au début, on était vraiment, c'était très, enfin, c'était pas très bien vu de parler de quotas. Et en fait, moi, pareil, j'étais pas spécialement très pour, même si je pense que ça pouvait être bien dans certains cas. Mais là, de plus en plus, je me dis, mais en fait, la situation, elle est tellement merdique que si on veut changer le truc vite, il y a pas d'autre, enfin, moi, je vois pas d'autre solution. Là, le problème, c'est que comme la situation devient de plus en plus critique, bah en fait les solutions qu'on apporte elles sont de plus en plus presque pas extrêmes mais elles sont de plus en plus exceptionnelles en fait. Enfin moi je me voyais jamais faire des stages en non mixité. Pour moi je voyais parce que les premiers stages que j'ai connus un peu de la sorte c'était le X Science Camp à l'école polytechnique qui fait un stage avec 20 filles 20 garçons, donc moitié filles moitié garçons. C'était des stages un petit peu de cette manière là où c'était hébergement pris en compte, tout ça, sport et tout, culture et tout. Et moi j'ai connu du coup ces stages là en, enfin les premières fois que j'ai entendu parler de ça, j'ai connu des stages en mixité du coup, moitié fille, moitié garçon. Et en fait, je dis pas qu'ils marchent pas ces stages-là, ils sont bien pour d'autres choses. Mais les stages en non mixité, bah, en fait, moi je me voyais pas du tout organiser un truc comme ça. Pour moi, on pourrait dire que c'est un truc de wokiste complètement lunaire de faire des trucs comme ça. Mais après, les résultats, ils sont là. Donc, à partir du moment où on a un système qui devient de plus en plus discriminant, violent, bah en fait, on n'a plus d'autre choix. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, j'ai plus d'autre choix que de me dire, bah attends, on va peut-être extirper pendant une petite semaine, parce que c'est une semaine pendant des vacances scolaires, hein, c'est pas toute l'année qu'on les prend. On va extirper pendant une semaine ces filles et on va les mettre dans un stage qui sera hyper safe avec plein de personnes qui vont être hyper bienveillantes avec elles. Elles vont faire des trucs qu'elles ont peut-être jamais fait ou qu'elles ont jamais pensé faire. Et on va les rebooster et on va leur redonner confiance, même si j'aime pas trop ce terme, parce que pour moi, elles subissent du manque de confiance. Mais l'idée, c'est de les rebooster. Et après, moi, mon objectif aussi, là, c'est marrant parce que j'ai fait ça ces derniers jours, mais c'est de leur donner 2 marraines. En fait, elles repartent avec 2 marraines à la fin du stage, une marraine étudiante et une marraine professionnelle. Et pour que justement ces marraines puissent les épauler, les aider dans leur poursuite d'études ou autre chose. Et en fait, par exemple, bah là, j'ai repris contact avec des anciennes fourmis, les marraines, pour savoir comment se passait le marrainage.
Et il y a des retours qui sont trop cool, en fait. C'est trop cool d'entendre des filleuls, des fourmis dire, oui, parce qu'on les appelle les fourmis, du coup, les élèves du stage. C'est cool d'entendre d'entendre et de lire des fourmis dire, bah, moi, ma marraine, elle m'a accompagné au salon de l'étudiant, on a pu aller ensemble. Moi, elle m'a fait visiter son entreprise. Moi, elle m'a proposé d'aller dans son école. Et moi, elle m'aide pour mes vœux Parcoursup. Enfin, donc, en fait, l'idée, enfin, je l'avais pas pensé comme ça au début, mais de plus en plus je le vois comme ça. L'idée, c'est de créer une sororité scientifique. Alors l'idée, c'est pas que ce soit moi qui le chapeaute, hein, ça va pas commencer, on va pas commencer dans le délire. C'est un mec qui chapeaute un truc, sinon c'est lunaire comme truc. Mais en fait, moi, mon objectif, c'est que j'ai des filles qui ont envie de faire des études scientifiques. J'ai un réseau de personnes étudiantes et professionnelles. Ben en fait, si je peux faire le lien et qu'après ça crée quelque chose de trop cool. Enfin, moi, je suis hyper content. Après, elles gèrent leur marrainage comme elles veulent, hein. C'est juste que moi, je suis là en backup, on va dire, s'il y a des soucis, des trucs comme ça, s'il y en a qui donnent plus de nouvelles, des choses comme ça. Mais ouais, en fait, enfin, là tout de suite, j'ai pas, enfin, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle malheureusement. C'est un vrai problème. Mais je pense que c'est les premiers trucs que je ferais, c'est ça, hein, convoquer plein de gens et de dire bah ok, est-ce qu'il faut instaurer des quotas, est-ce qu'il faut faire des trucs en non-mixité localement. Enfin voilà, c'est les premiers trucs qui me viendraient à l'esprit là tout de suite. Mmh. Non, bah, c'est des idées très intéressantes et je trouve en tout cas le côté que tu mets en place avec les fourmis, avec un côté vraiment très intergénérationnel, très transmission de compétences, et de passion, de savoir, pour donner envie. Puisque du coup, c'est vrai que si par exemple, je sais pas, rôle modèle Marie Curie, bon, elle est décédée, on peut pas vraiment faire grand-chose. Enfin, elle est très inspirante, mais on va dire c'est une rôle modèle qui peut être paru comme entre guillemets exceptionnelle, alors que là, en fait, pouvoir discuter avec des femmes et tu sais bah, quel avenir elle a, où elle est, où elle en est, je pense que ça peut être plus motivant parce qu'on se dit ah bah oui, mais en fait, je peux être comme elle en fait. Et ça, c'est vrai que j'aime bien. Et le but du marrainage, en fait, parce que du coup, en fait, donc je leur demande de remplir un formulaire avec des informations pour que je puisse justement faire les meilleures affiliations possibles, en fait. C'est-à-dire que il y a des fourmis qui disent, bah tiens, moi j'ai envie d'aller à l'école centrale, bah on a des étudiants de l'école centrale en fait qui acceptent. Et bah du coup, on se dit, bah le marrainage, il est parfait là, en fait, on va faire ça. D'autres, c'est plutôt, parfois c'est du marrainage géographique. C'est une marraine qui a vécu dans la même ville que la fourmi. Donc en fait, donc il y a de l'identification également qui est différente, mais c'est possible aussi. Parfois, on n'arrive pas à savoir encore ce que les fourmis veulent faire, donc c'est pas toujours facile de retrouver une marraine professionnelle qui correspond. Mais oui, effectivement, moi souvent ce que j'aime dire par rapport au marrainage et aux marraines qui ont accepté, c'est qu'en fait, ce sont des marraines que j'appelle accessibles, et c'est pas dénigrant de dire ça, parce qu'en fait, faut savoir que moi, il y a des marraines. Alors que je trouve incroyable. Enfin, vraiment, elles sont toutes incroyables, mais il y en a qui ont des parcours. Enfin bref. Et en fait, moi, ce qui me fascine, parce que c'est une anecdote que j'ai racontée aussi il y a pas longtemps, c'est que j'ai dû chercher des marraines professionnelles, donc c'est pas toujours non plus facile de toutes les trouver, parce qu'en plus, là aussi, il y a un souci, c'est que ça prend sur leur temps personnel, et donc on demande encore à des femmes de prendre du temps perso pour, enfin voilà, donc c'est hyper chiant. Donc j'essaie toujours de faire en sorte de leur dire non mais attendez, parce qu'il y en a qui sont déçus de pas être plus là et tout. Je me dis, mais attendez, on fait toutes et tous avec les moyens qu'on a. Enfin, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Je suis sûr que vos filles, vous en veulent pas. Et voilà, il n'y a pas de souci. Et par contre, il y a des marraines, moi, quand je les contacte, et l'anecdote que j'ai eue, c'était celle-là, c'était la dernière que j'avais contactée d'ailleurs. Et je lui ai dit, bah, est-ce que tu pourrais pas être marraine pour une fourmi? Et en fait, là, elle me dit, mais je pense pas être un bon rôle modèle. Alors moi, ça m'a fasciné parce que cette femme, elle est ingénieure aéronautique chez Airbus. Et je me suis dit, mais de quoi tu me parles en fait? Et je me dis, mais c'est fou de penser qu'on n'est pas un beau rôle modèle quand on a ça. Et en fait, elle me raconte, ouais, mais j'ai fait un BTS, donc j'ai pas fait vraiment une prépa. Je suis rentré en école d'ingénieur après un BTS. Je suis, bah encore mieux en fait. Enfin, l'idée, c'est de montrer qu'aussi les parcours, ils sont pas linéaires. Et honnêtement, pour être pris dans une école d'ingé après un BTS, il faut être parmi les meilleurs en général du BTS. Donc ça veut dire que voilà, c'est un super rôle modèle. Et effectivement, tu disais Marie Curie. Moi, alors je l'adore Marie Curie. Hein. C'est vraiment, je trouve que c'est une badass incroyable quoi. Mais c'est un rôle modèle inaccessible parce que effectivement, elle est morte, donc on peut plus lui parler. C'est un peu dommage. Mais en plus de ça, je trouve que c'est pas du tout un bon rôle modèle à donner aux filles pour une raison très simple, c'est que comme justement on cite que elle et que c'est la seule personnalité scientifique, hommes et femmes confondus, à avoir 2 prix Nobel, bah en fait on est en train de dire aux filles, si regardez, vous pouvez faire des sciences, mais voilà, il faut être comme elle. Donc ça veut dire que si on est une fille un peu moyenne, moyenne, hein, je limite, hein, je dis allez,
allez, on va aller de 10 jusqu'à, allez, on va dire même de 9 jusqu'à 13 de moyenne. Bon, on se dit, bah, je peux pas être Marie Curie, mais on s'en fout que tu sois Marie Curie. C'est pas ça qu'on veut. Enfin, et moi, je discutais il y a pas longtemps avec une chercheuse en mathématiques qui avait eu 8 sur 20 en maths au bac. Et elle est devenue chercheuse en maths. Enfin, donc ça veut rien dire, en fait. Donc, c'est pour ça que je suis, sur les rôles modèles, moi, je fais hyper un peu attention parce que c'est des trucs, moi, je pense qu'il faut effectivement des choses accessibles. Et en plus, il faut des gens issus de la diversité. Je pense aussi que c'est important. Je parle de diversité ethnique, mais aussi, par exemple, il y a une des super marraines qu'on a, qui est une informaticienne en situation de handicap. Et pareil, ça aussi, c'est des choses qu'on met pas assez en avant, en fait. Et plus on va réussir à diversifier tout ça, plus on aura des rôles modèles accessibles, plus je pense que on va dans une bonne direction. Mais encore une fois, ça demande, moi, c'est ce qui m'embête un peu, c'est que ça demande à des femmes de devoir encore faire un truc sur leur temps personnel, tout ça. Alors par contre, ce qui est cool avec certaines marraines professionnelles, et là je remercie, je vais pas citer des noms, mais je remercie certaines entreprises qui font l'effort, parce que moi j'ai appris qu'il y avait du coup certaines entreprises qui du coup reconnaissaient que des femmes justement allaient faire des interventions, des trucs comme ça, et donc c'était déchargé d'heures de travail, des trucs comme ça. Donc c'est plutôt cool, honnêtement, ce truc-là. Et y a pas beaucoup d'entreprises, mais ça commence à changer un petit peu. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Ah oui, ça je savais pas du tout, tu m'apprends quelque chose, donc en effet, c'est encore plus valorisant et ça donne grave envie de continuer. Mais du coup là, on se dirige vers la fin de l'épisode car tu m'avais dit que tu as un petit impératif, donc on va aller conclure tout doucement. Alors du coup, quel serait le mot de la fin par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Waouh! J'ai pas réfléchi à ça. En fait, je me suis dit, j'ai vu qu'il y avait un déroulé pour le podcast, mais je me suis dit, j'ai pas envie j'ai pas envie de préparer mes trucs. Alors, je crois que je pense pas dire une bêtise, hein, mais je crois qu'il y a un film dans pas longtemps sur Frantz Fanon qui sort. Que si les gens connaissent pas Frantz Fanon, je vous conseille vraiment d'aller regarder qui était cette personne et d'aller lire ses livres parce il a fait des super livres, Frantz Fanon. Et en fait, il avait une phrase. Alors forcément, je vais pas la retrouver exactement, mais il avait une phrase. Et moi, c'est un petit peu là-dedans que je m'inscris. C'est tant que vous changez pas tant que vous changez pas comment dire, les situations d'un point de vue systémique, ça reste qu'une illusion ce que vous faites, en gros. Moi, je sais que ce que je fais, c'est triste de le dire comme ça, mais je sais que ce que je fais, c'est illusoire en fait, parce que, enfin, même si on commence à être beaucoup à faire des stages en non-mixité, des trucs comme ça reste quand même que des petits pansements sur des fractures ouvertes, en fait. En gros, c'est ça. Donc, je pense que ça serait plutôt ça pour moi le mot de la fin, c'est tant qu'on change pas vraiment le problème d'un point de vue systémique, ce qu'on fait là, ça reste quand même illusoire, même si ça peut donner des idées, quoi. Mmh. Oui, je comprends. C'est un travail à mener tous et toutes ensemble, encore plus et plus nombreux, avec des mesures mises en place par le gouvernement. Ouais, c'est un peu, ça prendra du temps. On y Ouais, croit. exactement. Mm. Et du coup, dans la suite de mes questions, c'est vrai qu'on parlait de rôle modèle. Et du coup, toi, qui sont tes rôles modèles? Alors c'est marrant parce que on parle de rôle modèle quand j'étais enfant ou maintenant? Comme tu veux. Alors moi, quand j'étais enfant, les rôles modèles que j'avais, c'était en sciences, bah, c'était le rôle modèle masculin connu, c'est Einstein en fait, c'était Einstein. Et puis maintenant, parce qu'en fait, je pense que je lis beaucoup de travaux sur ces questions-là. C'est une informaticienne, enfin une chercheuse qui a été informaticienne et qui maintenant travaille beaucoup sur les inégalités de genre en informatique, qui s'appelle Isabelle Collet, qui est une chercheuse suisse. Et elle, je crois que c'est the role model pour moi, parce qu'elle est vraiment, enfin, elle est vraiment très très forte. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle les oubliés du numérique et qui pour moi a été une révélation pour comprendre comment ça fonctionnait justement les inégalités de genre en informatique. En plus, elle est hyper accessible, elle est super sympa. Moi, elle a accepté d'être marraine de mon jeu de cartes. Elle est vraiment trop cool. Et donc ouais, Isabelle Collet, vraiment, je pense que c'est mon rôle modèle, quoi. Ouais. Trop bien, oui. C'est vrai que je la connais de nom. Et j'ai pas encore lu ses livres, mais il faudrait que j'aille regarder ça de plus près. Ouais, c'est trop cool, c'est trop cool. Bah d'ailleurs, la suite de ma question, c'est les ressources que tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent. Ah bah du coup ça. Le livre Les oubliés du numérique d'Isabelle Collet. En plus, je crois qu'elle va le rééditer là dans pas longtemps parce qu'en fait, elle a remis à jour pas mal de choses. Il y a un autre livre que je conseille aussi.
c'est Les Oubliés de la science de Camille Vambel. C'est une BD qui est vraiment trop cool, qui est vraiment super. Euh, Qu'est-ce que je peux recommander d'autre? Il y a tellement de choses. Je vais pas recommander mon jeu de cartes, c'est un peu abusé. Donc non, mais qu'est-ce que je peux Ah oui, bah si, je peux recommander ça en fait. Je vous recommande vivement d'aller regarder parce que moi c'est ma source numéro une pour les données tout ça parce que c'est ma formation un peu de matheux qui veut ça. C'est les notes statistiques de l'ADEP. L'ADEP donc c'est écrit DEEP donc c'est direction de l'évaluation de la prospective et performance. Je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Et donc, c'est une mine d'or d'informations sur les statistiques dans l'éducation nationale. C'est gratuit, c'est en libre téléchargement, c'est sur le site de l'éducation nationale. Si ça vous intéresse, toutes les données sur l'éducation nationale, mais pas que égalité filles-garçons, il y a sur plein de trucs. Vraiment, il faut aller regarder ces notes-là. C'est hyper bien fait. C'est pas lourd à lire, honnêtement. C'est assez court en plus. À chaque fois, les notes sont assez courtes. C'est hyper bien illustré. Et pareil, donc ça c'est un truc. Je fais un peu la promotion de mon ministère quand un truc est bien fait. Donc donc voilà. Et non là honnêtement c'est un travail qui est très bien fait. Donc je recommande ça aussi quoi. Ah bah, trop bien, merci du partage. C'est vrai qu'en plus, c'est des sujets un peu de niche pour les personnes qui sont pas dans l'enseignement, bah, ils peuvent pas forcément savoir. Moi, je savais pas par contre. Donc c'est cool. OK, trop bien et il me reste, bah, du coup 2 dernières questions. Bah, du coup, il y a que signifie le terme féminisme pour toi? Waouh. Alors, en fait, moi déjà, pour avoir beaucoup discuté avec des personnes féministes de ça, en fait, moi déjà, j'estime pas spécialement être un féministe. Je pense que je suis plutôt ce qu'on appelle un allié du féminisme. Même si je suis engagé dans des assos féministes. Par exemple, il y a une asso qui s'appelle Nous Toutes, et en fait, il y a une antenne à Douai qui s'appelle Nous Toutes Douai, et qui est récente. Et en fait, moi, je suis hyper engagé dans ce truc-là. Par exemple, c'est moi qui pilote le site, des choses comme ça, ou qui propose, où on s'épaule pour organiser des événements, tout ça. Mais après, le féminisme, enfin, moi, ce que j'aimerais, en tout cas, c'est que ça arrête, enfin, c'est qu'on arrête de croire que c'est un gros mot. C'est-à-dire que enfin, moi, je sais que quand j'emploie ce terme à un moment, ça crispe tout le monde dans la salle. Hein. Il y a un truc qui est très surprenant. Et pour moi, c'est la manière, je dirais, la plus naturelle d'aider les femmes, en fait, le féminisme. Pour moi, c'est la manière la plus naturelle d'aider les femmes. En fait, je pense que euh, le féminisme n'a jamais tué personne, n'a jamais été, comment dire, responsable d'inégalité. Loin de là, justement, ça veut juste l'égalité. Et c'est d'ailleurs une pancarte que j'avais pour la manifestation du 8 mars. Sur ma pancarte, c'était marqué estimez-vous heureux qu'elle ne demande que l'égalité et pas un remboursement. Donc voilà. Et parce qu'effectivement, pour moi, je trouve que le féminisme, bah en fait, c'est un truc. Enfin, moi, je vois ça comme quelque chose de naturel en fait. C'est pour ça que ça me surprend un peu quand je vois des surréactions par rapport à ce mot-là. Donc ouais, pour moi, c'est la manière naturelle d'obtenir l'égalité ou de lutter pour justement l'égalité. Oui, je suis d'accord. C'est vrai qu'il est assez mal perçu ce terme, dans la société de par, les médias ou ce genre de choses. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien avec Matrimoine féministe, j'avais envie un peu de redorer le blason du féminisme et faire intervenir, bah, les personnes concernées, pour parler de tous ces sujets, parce que ça me semble tellement important pour éduquer, sensibiliser, parce que c'est des choses encore qui manquent et ça viendra petit à petit. Et du coup, ma dernière question, c'est qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Ah, purée. Trop de gens, en fait. Bah, Isabelle Collet. Si tu peux avoir Isabelle Collet, ça peut être trop cool. Après, je peux te citer une liste infinie. Hein. Camille Vambel, Nathalie Haï, c'est une mathématicienne qui est super. Elle a aussi un podcast d'ailleurs qui s'appelle Tête à tête chercheuse, qui est super. Sylvie Gavache-Benzoni, qui est mathématicienne et qui a été la directrice de la Maison Poincaré, premier musée mathématique de France. Et elle a fait en sorte que justement le musée soit inclusif. Donc ça, c'est vraiment un super profil. Noël Krajman. Noël Krajman, qui est la médiatrice mathématique, c'est la seule médiatrice mathématique au Palais de la Découverte à Paris. Et qui est super, vraiment engagée sur ces trucs-là. Elle a pareil un super Instagram où elle met en avant des personnalités mathématiques avec des anecdotes dedans.
j'en ai encore pour une demi-heure de liste de noms, hein, si tu veux. Mais j'en ai plein, quoi. En fait, il y a vraiment et c'est marrant parce que là, je cite que des femmes parce qu'il y a que des femmes qui viennent à l'esprit, quoi. Donc, c'est d'ailleurs, c'est un peu comme sur ça que je lutte la plupart du temps, c'est de mettre plus de femmes en avant justement dans des questions d'inégalité de genre, quoi. En tout cas, merci pour tous ces noms, parce que Isabelle, Camille, Nathalie, Sylvie, Noël et d'autres à venir. Mais il faut pas hésiter à les contacter. Moi, je suis sûr que ça leur ferait grave plaisir. Honnêtement, les connaissant, elles seraient peut-être vraiment partantes, quoi. Il faut vraiment pas hésiter. Carrément, j'hésiterai pas. Du coup, merci pour ces noms et aussi merci pour ton temps, Mohamed. C'est passé très vite cet Ouais, c'est échange vrai. ensemble. C'était trop bien et merci aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci à toi. Au revoir. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!